Bienvenue à tous. Donc, bienvenue, c'est la 4e session du forum Sauvons les métiers d'art organisé par le Craft Project. Sauvons les métiers d'art, c'est une mobilisation dont sont à l'initiative, je n'arrive pas à trouver la grammaire de cette phrase, les professeurs et les étudiants des écoles de métiers d'art dans toute la France pour dénoncer la diminution drastique des heures d'enseignement en atelier dans le cadre de la réforme du diplôme DNMAD. Le Craft Project est une association qui sert d'amplificateur aux initiatives utiles au secteur des métiers d'art et en tant que telle, évidemment, nous voulons amplifier la mobilisation Sauvons les métiers d'art et c'est pour ça qu'on en est qu'on en fait partie et qu'on la relaie et qu'on a organisé ce forum parce qu'on a beaucoup écouté les professeurs et les étudiants et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'échanges entre les étudiants et les professionnels. Et c'est pour ça qu'on a voulu, qu'on a répondu à la demande des étudiants en réalité d'organiser ce forum. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir dans notre communauté et de notre association. Vous pouvez adhérer, on va vous mettre un lien pour adhérer. C'est très facile. Si vous êtes étudiant, vous n'hésitez pas à mettre 0 €, c'est gratuit. C'est une adhésion qui est libre, donc chacun fait en fonction de ses moyens et évidemment pour les étudiants c'est gratuit et ça, on serait heureux de vous compter tous dans notre communauté. Alors, il est midi, j'ai trouvé ma modératrice que je mets ici. Coucou Marion, ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien. Alors toi c'est bon, je t'entends, je te vois. Maintenant je vais aller chercher Camille. Est-ce qu'elle est déjà là, Camille? Je ne la vois pas. Bon, elle va arriver. Bah, sinon, on peut papoter toutes les deux, il n'y a pas de problème. Non, mais on va les voir arriver. Donc aujourd'hui, bah, ça y est, vous êtes nombreux et nombreuses. Alors, ça fait du bien de voir des filles parce que je réalisais que depuis ce matin, il n'y a que des garçons dans notre écran. Donc voilà, trop bien de voir des femmes. Et voilà, les garçons ont suivi puisque je les vois tous en spectateurs. Super. Le temps que tu retrouves, Raphaël, Marion, on va te laisser donner les petites références techniques de la session et puis prendre la parole, prendre le contrôle de la session. Ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter et du coup vous présenter le sujet qui va nous occuper pendant cette heure. Donc, je m'appelle Marion Dufaux, je suis professeure à l'école du Perret et j'interviens dans cette réunion en tant que professeure de laboratoire de création des étudiants de première année de DNMAD Luxe. Donc, le DNMAD Luxe étant un DNMAD mode spécialisé dans le textile à destination du luxe, donc de la haute couture a priori, entre autres. Et dans ce parcours de DNMAD, on va dire que l'intérêt, c'est qu'il y a 2 ateliers forts qui sont la broderie et le tissage, qui sont donc des ateliers de métiers d'art. Et les étudiants ont par conséquent une formation assez poussée dans ces 2 ateliers-là. Voilà. C'est un des parcours qui est le successeur du diplôme des métiers d'art, art textile de l'école du Perret, avec une spécialité en moins qui est la tapisserie, qui n'est pas rattachée du tout à ce module de diplôme. Et évidemment, évidemment, non pas forcément évidemment, mais la tapisserie, c'est aussi l'atelier que je gère à l'école du Perret. Voilà. Donc là, la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la place de la broderie en tant que métier d'art dans le monde professionnel. Et donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'écouter et ensuite de dialoguer avec 2 professionnels du monde de la broderie. Donc, il y a Camille Lescure et il y a Laetitia Baquet-Molinier, qui ont toutes les 2 monté des maisons de broderie à destination du monde de la haute couture. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Camille, tu es arrivée en premier, donc je propose que tu commences et puis ensuite on écoutera Laetitia. Très bien. Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc moi, j'ai débuté maintenant il y a 15 ans dans le monde professionnel. J'ai été formée à Duperré en broderie et en design de mode. Et avant Duperré, je suis passée au lycée de Sèvres en tapisserie.
en bac art appliqué. Voilà. Ensuite, je suis passée dans des ateliers de broderie, notamment l'atelier de Jean-Paul Gaultier. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an chez un parurier de la haute couture, Philippe Grand, qui a son atelier à Paris. Et après, je me suis installée aux ateliers de Paris, donc qui est une pépinière pour les jeunes créateurs, dans les anciens locaux de Jean-Paul Gaultier, où j'ai, je crois, accueilli Laetitia, si je ne me trompe pas. En stage, enfin c'était mes débuts. Donc voilà, j'ai monté mon entreprise, c'était en 2017. Et donc dans le bijou et dans la broderie, en fait, je lie la broderie et le savoir-faire du métal et de la bijouterie haut de gamme, haute couture, en fait, plus comme de la parure. J'ai aussi travaillé avec Lie Delcourt, qui est tout le monde connaît à peu près Lie Delcourt en tant que prêtresse de la mode, pour les cahiers Bloom, et où j'ai eu la chance de rencontrer la grande photographe Lily Rose, avec qui je collabore toujours depuis 15 ans. Et ça a été une de mes plus belles rencontres professionnelles. J'ai ensuite installé les ateliers de Paris, autrefois en tant que pépinière, on pouvait y rester qu'1 an. Donc du coup, j'ai installé mon atelier boutique dans le 12e arrondissement à Bastille, à côté des arcades, voilà. Et du coup, j'y suis restée 11 ans et j'ai installé en fait des corners dans les grands magasins parisiens, Le Printemps, les Galeries Lafayette, pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai aussi exposé sur les salons, les salons Maisons et Objets, Bijorka, tous ces salons qu'on connaît, qu'on ne voit plus en ce moment, mais qu'on connaît. Première classe également. Et puis, il y a 4 ans, en fait, en 2017, à la suite des attentats, j'ai décidé de changer de vie radicalement et de m'installer à Rochefort, où il y a une école de broderie, où je suis aussi devenue en parallèle enseignante. Donc, voilà, donc pour pérenniser aussi une activité d'un côté et puis transmettre aussi. Donc, on a une spécialité à Rochefort qui est la broderie or, la broderie au fil d'or. Et on y enseigne aussi le lunéville, la broderie à l'aiguille. Et voilà, donc ça fait partie maintenant de ma vie aussi, cette deuxième casquette comme Marion. Et donc, du coup, on échange un petit peu aussi, puisqu'on a aujourd'hui ces possibilités de partager aussi ce métier-là ensemble. Voilà. Merci Camille. Laetitia, est-ce que tu peux du coup nous présenter aussi ton activité, Bac et Molinier, Studio Bac et Molinier? On ne t'entend pas. Est-ce que tu peux vérifier ton micro, s'il te plaît? Là, c'est bon? Ouais. Oui. Ok, super, désolée. Alors, je m'appelle donc Laetitia, je suis co-gérante de l'atelier Bac et Molinier, qui est un atelier de création textile et broderie à Paris, que j'ai créé il y a maintenant 2 ans et demi avec mon associé Victor, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui nous suit attentivement à distance. Donc moi, je suis issue d'une formation textile, diplômée du DMA, anciennement, voilà, du coup, diplôme des métiers d'art textile en option broderie à l'école du Perret. Après quoi, j'ai intégré la licence design de mode, textile et environnement. Et c'est dans le cadre de cette licence, d'ailleurs, que j'ai rencontré Victor. On en parlera après, mais qui a été assez déterminant dans les choix qu'on a opérés l'un et l'autre dans notre carrière professionnelle. Au cours de cette dernière année d'études en licence, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans la maison de mode Alexander McQueen à Londres. Donc, moi, j'avais vraiment ce désir d'intégrer le département de broderie d'une maison de mode, qui plus est une maison de mode pour qui la broderie avait quand même et a toujours quand même une place très importante d'un point de vue stylistique en termes de création. Donc ça me semblait vraiment pertinent d'aller voir comment comprendre le fonctionnement d'un département broderie au sein d'une maison. Cette première insertion professionnelle, ce premier stage, en fait, m'a permis ensuite d'être embauchée à la suite de la fin de mes études. Donc, je suis ensuite partie 2 ans à Londres travailler chez Alexander McQueen.
voilà, je suis aussi, après cette première expérience professionnelle, j'ai un peu voyagé à l'international et je suis allée notamment à la découverte des ateliers de broderie en Inde, euh, puisque la maison McQueen travaillait déjà beaucoup avec des ateliers de broderie indiens. J'avais cette curiosité de découvrir en fait tout le fonctionnement de la chaîne du système mode et de découvrir sur place en fait le fonctionnement d'un atelier de broderie dans ce pays. Euh, comprendre leurs problématiques, leur culture, leur technicité aussi qui est complémentaire à la nôtre. Après quoi, j'ai toujours continué de travailler avec l'Inde, mais j'ai ensuite intégré un atelier de broderie à Paris pendant près de 4 ans, donc là à la direction artistique de cet atelier, avec Victor également. Donc depuis l'école, voilà, on a eu chacun des expériences professionnelles dans des maisons. On a travaillé en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en fait, designer textile et broderie. Et on a intégré un atelier de broderie à Paris. Et c'est à la suite de toutes ces expériences professionnelles qu'il y a 2 ans et demi, on a décidé de créer notre propre atelier. Donc aujourd'hui, voilà, on est installé à Paris, à la Villa du Lavoir, qui est une cité des métiers d'art qui regroupe 14 autres artisans. Et on travaille principalement pour le secteur de la mode, le prêt-à-porter de luxe et la haute couture. Des maisons françaises, italiennes aussi beaucoup et anglaises. Donc un marché, disons, européen, on va dire. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'on commence à avoir des questions. Alors, on va commencer quand même par un petit temps où on va parler davantage de questions qui sont peut-être communes à toutes vos préoccupations. Et ensuite, on pourra commencer à rentrer dans les questions spécifiques. Mais donc, la première question que j'aimerais vous poser à toutes les deux, c'est en fait, les domaines des débouchés de la broderie sont quand même très vastes. Ils vont du costume de scène à la haute couture, en passant par la broderie architecturale, le design d'objets parfois. On peut aussi aller vers des domaines beaucoup plus techniques de l'ordre de la robe de mariée. Comment vous avez déterminé l'orientation professionnelle, le domaine professionnel de vos entreprises? Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire mais je m'engage dans la haute couture ou j'allie le bijou et la haute couture? Laetitia, peut-être que tu peux commencer. Oui, tout à fait. Alors, je pense, c'est une question très intéressante qui fait écho un peu au fait que j'ai voulu appuyer ma rencontre avec Victor dans le cadre scolaire, dans le sens où je pense qu'effectivement, les choix qu'on opère, ou en tout cas les choix que nous, on a opérés pour créer notre atelier et l'implanter dans un secteur d'activité, est lié à nos rencontres et en fait au réseau qu'on a développé tout au long de notre parcours professionnel l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'avoir intégré une maison de mode, avoir travaillé dans un autre atelier de broderie qui était déjà implanté dans un secteur mode, quand on a lancé notre activité, on avait déjà un large réseau, d'une part de clients, mais aussi un large réseau professionnel, amical, de freelance, d'indépendants, qui pouvait nous permettre en fait de pouvoir nous lancer, j'ai pas envie de dire assez facilement, mais en ayant déjà quand même des cordes à son arc pour pouvoir se développer, disons, plus sereinement pour commencer. Donc, je pense que tout ça, ces choix qui sont opérés sont liés à la construction personnelle, en fait, de l'un et de l'autre, de par nos parcours et les rencontres qu'on a pu faire, le réseau qu'on a réussi à développer et qui nous a nourris, en fait, et nous a construit et conduit vers ce secteur d'activité qui est la broderie appliquée à la mode. Merci. Camille, est-ce que c'est la même manière de procéder qui a fait que la maison Camille Lescure se tourne vers la rencontre entre le bijou et la broderie, ou la broderie de bijou? Alors, quand j'ai commencé mes études à Duperré en design de mode, je savais que j'avais envie de travailler quelque chose de petit. Donc, je me suis orientée vers l'accessoire. Et puis, ça a été lors d'un premier stage chez Stella Cadente, une grande maison qui existait à l'époque, pas très loin de Duperré.
Et, et donc, j'ai pu rentrer dans les ateliers et faire des stages en bijouterie. Et ça m'a vraiment plu parce que j'avais cette sensation d'avoir quelque chose que je maîtrisais dans une taille qui me convenait. Et puis après, ça a été effectivement la rencontre avec la broderie dans les ateliers de Jean-Paul Gaultier et puis au travers de mon parcours. Et j'ai toujours eu envie en fait de mélanger et de mélanger les disciplines, de ne pas rester enfermée sur forcément la broderie ou sur le design de mode, mais d'essayer toujours de nourrir en fait les différentes techniques et de les mêler, de les faire se rencontrer. Donc, je suis toujours curieuse de mélanger de la tapisserie, de mélanger des tas de techniques selon le domaine d'application. Mais j'ai toujours aimé travailler effectivement en petit. Donc, je soude, je travaille le métal laqué et puis détourner aussi les matières. C'est-à-dire que mon métal n'a pas forcément l'aspect du métal. Mes broderies, en fait, elles sont intégrées à un bijou. Elles ne sont pas forcément là où on les attend. En fait, c'est l'idée de pouvoir essayer de faire rencontrer toute matière confondue et mélanger la pluridisciplinarité d'échanger en fait différents savoirs. C'est surtout ça qui m'a intéressée et c'est pour ça que je me suis tournée vers ça. Merci beaucoup. Et ben, alors, il y a 3 niveaux de formation de broderie en France. On a le CAP, qui est a priori très technique, le BMA, mi-technique, mi-professionnel. Ces deux-là sont des formations pré-bac. Et ensuite, on a le DNMAD maintenant, héritier du DMA, qui forme des créateurs-réalisateurs, a priori. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de profil vous recherchiez? Vous pouvez rechercher, alors que ce soit chez des stagiaires ou peut-être plutôt chez des collaborateurs de travail, qu'ils soient indépendants ou salariés. Quelles sont les qualités premières que vous allez rechercher chez vos futurs collaborateurs? Peut-être que je vais d'abord demander à Camille et ensuite on donnera la parole à Laetitia. Alors, moi, ce que je recherche avant tout chez un étudiant comme chez un stagiaire, ça va être surtout d'être curieux et de ne pas avoir peur finalement de découvrir aussi de nouvelles choses et de ne pas mettre de frein. Enfin, en fait, je pense que c'est la qualité première en fait, qu'on va attendre, de pouvoir toujours aller vers la découverte d'autres choses et puis de se contraindre aussi à ça. Très bien. Laetitia? Oui, bah, je rejoins clairement Camille sur ce point. Je pense que la curiosité, c'est déterminant dans le profil de personnes qu'on peut rechercher. Donc, je pense que c'est bien de distinguer stagiaires de collaborateurs, voilà, personnes indépendantes avec qui on est amené à travailler. Pour ce qui est du stagiaire, nous, c'est vrai qu'on accueille régulièrement des stagiaires issus d'écoles arts appliquées au sens large, de formation textile ou non, dans le sens où on est assez attaché à pouvoir accueillir des personnes qui ne sont pas forcément issues de formation technique de broderie en l'occurrence, mais qui peuvent avoir d'autres spécificités techniques qui peuvent être très intéressantes et complémentaires avec l'équipe de l'atelier en général. Et c'est vrai qu'avoir cette curiosité, une écriture personnelle aussi, pour pouvoir intégrer une équipe et mélanger un peu les savoir-faire et les complémentarités. Donc, on est là aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour encadrer les stagiaires et leur apporter de la technicité et pouvoir approfondir leurs acquis. Mais c'est vrai que d'être curieux, d'être à l'affût et très observateur dans le cadre d'une entreprise, de tout ce qui peut se passer, absorber les compétences des uns et des autres et faire fusionner en fait les différentes personnalités, ça, je pense que c'est vraiment une attitude, en tout cas, lorsqu'on rentre dans le monde professionnel qui est pertinente à avoir parce qu'on absorbe et c'est comme ça qu'on se nourrit et qu'on se constitue et qu'on se crée
un répertoire et une écriture personnelle. Et pour ce qui est vraiment des collaborateurs, je dirais, alors ça c'est vraiment d'un point de vue activité, dans le cadre nous de l'atelier, c'est vrai qu'on va avoir peut-être plus d'exigences quant aux acquis techniques des profils que l'on est amené à recevoir. Là, c'est vrai que par rapport à l'activité et à ce qu'on réalise, on a vraiment besoin de pouvoir avoir des gens qui maîtrisent la broderie techniquement, qu'ils aient acquis de la technicité de par leurs écoles, mais aussi de par leurs expériences. On a des profils de personnes qui n'ont eu aucune formation technique de broderie, mais ont eu beaucoup d'expérience et ont acquis une technicité. Mais c'est vrai que arriver avec un bagage et une spécificité technique, c'est vraiment un point fort, je trouve, d'un point de vue professionnel pour la suite. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Finalement, ce que vous êtes en train de dire toutes les deux, c'est que les profils recherchés sont... alors, j'entends pour le travail en lui-même, pas forcément pour les stagiaires, mais les profils recherchés quand on passe à l'étape de l'embauche ou de faire appel à un freelance, c'est un profil qui est à la fois très technique et à la fois très créatif. Ouais. Oui. Et par contre, quand vous recherchez des stagiaires, peut-être qu'on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus large parce que justement, il y a aussi une curiosité mutuelle d'un étudiant pour la broderie et de l'entreprise pour une capacité de création qui n'est pas forcément de l'ordre de la broderie, mais qui est possible parce que, en fait, il y a des professionnels pour encadrer. Tout à fait. Et je pense que dans le cadre du travail, ce qui est très important à relever aussi, c'est vraiment, et je pense qu'il est présent dès l'école, c'est le travail en équipe, en fait. On n'est jamais seul. Et c'est l'interaction avec les autres et les compétences de chacun associées les unes aux autres qui créent en fait une émulsion, une fusion et une vraie créativité à la fin dans ce qu'on recherche. C'est vrai que je rejoins Laetitia là-dessus, c'est que ça crée une synergie en fait de pouvoir mélanger ce qu'il y a dans plusieurs têtes et vers un même projet. En fait, on obtient une recette qui est quand même plus riche. Et effectivement, même dans l'accueil de stagiaires, on peut prendre effectivement des étudiants qui sont dans la discipline, mais aussi parfois des étudiants dans la communication, dans la vente, parce qu'en fait, tous ces secteurs qui gravitent en fait autour de notre activité, on en a aussi besoin pour pouvoir valoriser notre travail et faire avancer. Enfin, aujourd'hui, on peut faire de très belles broderies, mais si on ne maîtrise pas à côté un outil de communication, de présentation, enfin tout ce qui va venir graviter et donner une valeur ajoutée en fait au travail, l'un ne va pas sans l'autre. Donc en fait, les diversités, enfin les divers profils viennent enrichir un travail. Donc, on a besoin d'une pluridisciplinarité de profils dans les métiers de la création. Du coup, ce qui amène aussi à une autre question qui est la question de la production. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de création, on parle de conception, de rencontre entre la technique et la création. Mais dans le domaine de la haute couture, il y a aussi quand même cette étape qui va être celle de la production. Alors, si cette production ne se passe pas dans vos ateliers, où est-ce qu'elle se passe? Dans quel cadre? Comment? Pourquoi? Laetitia, peut-être que tu peux commencer. Oui, tout à fait. Alors, nous, l'atelier Baquet-Molinier à Paris, c'est vraiment une cellule de recherche et de création. Donc, c'est un espace de travail à l'intérieur duquel notre équipe travaille sur l'échantillonnage. Donc, c'est vraiment beaucoup de création. On réalise aussi des modèles de collection. De plus en plus, j'ai envie de dire quand même, mais ça reste assez limité, ou en tout cas, c'est des modèles de collection quand même assez raisonnables en termes d'échelle, etc. Et ensuite, nous, on a un atelier partenaire en Inde avec qui on est amené à réaliser des modèles de collection donc, et production s'il y a production. À savoir que la production, c'est dans la haute couture et le prêt-à-porter de luxe, on va plutôt parler de répétition
de modèles parce qu'on n'a pas vraiment de production en soi. C'est vraiment des répétitions de pièces uniques. On peut aller jusqu'à la petite série, mais c'est assez rare. Donc nous, voilà, notre activité est vraiment quand même, c'est vrai, scindée dans ces deux pôles qui sont l'échantillonnage, la création, le premier modèle, le prototype, et puis la production qui, nous, est faite en Inde. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, si tu as une question plus particulière. Je pense que ce serait intéressant de savoir. Alors, il y a des questions sous-jacentes qui ne font pas forcément partie de cette rencontre-là. Mais par contre, c'est intéressant de savoir maintenant, aujourd'hui, pour les étudiants qui sortent des formations de broderie, comment est-ce que finalement l'Inde et l'étranger peut devenir un enjeu dans la formation, en fait. Ouais. Vas-y. Ouais, non, mais je pense que c'est très intéressant de le soulever et je pense qu'il y a plein de points qui peuvent être abordés et puis vraiment développés. Mais je pense que, moi, j'ai un parcours professionnel où voilà, j'ai eu des expériences de travail en France, mais j'ai aussi quand même beaucoup voyagé et dès le début et dans des pays pas aussi éloignés, mais limitrophes comme l'Angleterre. Et je pense qu'on a quand même une richesse en France dans nos formations. Il faut avoir conscience de ça en tant qu'étudiant, qu'il y a possibilité effectivement de faire des stages et de trouver du travail dans des pays aussi étrangers qui ont de l'admiration pour les compétences qu'on peut apporter. L'Angleterre, l'Italie, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette ouverture, en fait, un peu à l'international. Et pour ce qui est de la broderie plus particulièrement, appliquée au secteur de la mode, l'Inde est un pays qui est incontournable dans le sens où effectivement il y a énormément d'ateliers de broderie sur place. C'est un pays qui traditionnellement offre vraiment une technicité et une richesse et la broderie est très vivante là-bas, les gens portent beaucoup de broderie, c'est vraiment très dynamique et c'est assez intéressant d'avoir la curiosité effectivement d'aller dans des pays comme ça. Il y en a d'autres, il n'y a pas que l'Inde, pour comprendre en fait aussi le déroulement d'une chaîne, comprendre les enjeux aussi de ces ateliers-là, de ce fonctionnement-là. Les compétences qui sont autres, chaque pays. Bon, il y a le Maroc aussi, il y a d'autres pays qui ont des compétences techniques bien particulières. Et oui, je pense que c'est intéressant d'avoir ce regard. Je ne saurais pas comment. Ouais. Ouais, d'avoir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que finalement, les ateliers de production de broderie ne se situent plus forcément en France. Non. Et qu'avec une formation purement technique de broderie, aujourd'hui, finalement, on ne perce pas sur le milieu du travail français. Ouais, très difficile. Après, il y a aussi de nombreux étudiants, je rebondis, qui partent aussi à l'étranger, des étudiants français qui vont faire leurs études, la suite de leur parcours professionnel en Inde ou en Angleterre ou ailleurs. Moi, je n'ai pas tout à fait la même approche par rapport à la production parce qu'à un moment donné dans mon parcours, je me suis confrontée à tout sous-traiter sur Paris. Mais à un moment donné, il arrive une limite où c'est soit on continue à grossir et on est obligé de délocaliser parce que sinon on ne devient plus rentable. Et c'est une vraie question. C'est qu'à un moment donné, quand on est une entreprise française qui fonctionne, soit on essaye de travailler avec des petits sous-traitants parisiens, mais qui eux-mêmes, à un moment donné, sur une certaine quantité, n'arrivent plus à répondre forcément aux attentes, aux délais. Donc, il y a, comme beaucoup de marques et beaucoup d'enseignes, des délocalisations qui opèrent et qui se font à l'étranger. Moi, j'avais un problème avec ça. Je ne voulais pas du tout délocaliser à l'étranger. Même à un moment donné, quand j'ai travaillé pour Nature et Découverte, on a fait une collection pour Nature et Découverte où on a fourni 80 magasins en France. Et ça représentait à peu près 4000 pièces, 4000 bijoux. Et on a tenu à les fabriquer dans notre atelier à Paris.
Sauf qu'on n'était pas du tout structuré forcément pour produire 4000 pièces. 4000 pièces, ça représente des tonnes de carton. Et là, on s'est vraiment confronté du coup à cette grande production. Moi, j'ai décidé du coup de remonter un atelier donc sur Rochefort, mais plus petit, à échelle humaine, et maîtriser finalement toute ma chaîne de production. Alors effectivement, peut-être que j'y gagne moins d'argent qu'autrefois, mais l'un dans l'autre, quand j'ai déduit les charges, quand j'ai déduit tout, en fait, je m'y retrouve mieux parce qu'en fait, d'abord, je maîtrise ma chaîne de A à Z. Je fabrique tout de A à Z. J'ai plus du tout de sous-traitance intermédiaire. Et après, j'ai des partenaires, j'ai des collaborateurs, mais du coup, on reste... je sous-traite même plus la soudure, je sous-traite plus toute la partie textile, je fais tout. Et du coup, ça permet aussi de maîtriser en fait son produit et sa finition, la qualité aussi. Et puis dans les délais, en fait, on est beaucoup plus réactif parce qu'on n'est pas soumis à un maillon de chaîne qui pourrait à un moment donné se décrocher ou nous lâcher. Donc voilà, moi, pour des raisons éthiques, en fait, ça me posait problème d'avoir une production qui s'en aille loin en termes d'empreinte écologique et d'avoir... voilà, je suis plus sur quelque chose de local et quelque chose qui voilà, sur quelque chose de traditionnel. Alors, c'est très intéressant. Du coup, j'ai des questions qui s'ancrent beaucoup là-dessus. Donc, je vais juste... Camille, l'autre jour, tu m'as parlé d'un exercice que tu as fait avec tes étudiants, très intéressant sur les broches en broderie d'or fabriquées en Inde. Est-ce que tu peux juste donner cet exemple au reste des personnes qui sont là? Alors effectivement, en fait, maintenant, dans les nouveaux parcours de broderie, il y a ce qu'on appelle la co-intervention en maths, en français. Donc, on travaille avec des enseignants de discipline du coup générale. C'est très intéressant parce que du coup, ils ont une approche qui est complètement différente de la nôtre. Et du coup, on s'est intéressé avec l'enseignante en mathématiques au coût d'une broche d'une marque que je ne citerai pas forcément, qui utilise donc notre technique, la broderie métallique. Et en termes de... Elle sort en fait à 20 € prix public. Donc, on a fait travailler d'abord les élèves sur le coût des fournitures. Donc, on arrivait à un total de 3 €. Bon, jusque-là, tout allait bien. Et puis, on s'est mis à reproduire cette broche pour pouvoir connaître le temps passé, que nous allions passer dessus. Et là, on s'est retrouvés à y passer 3 heures. 3 heures pour réaliser cette broche. Donc, en fait, si nous, on doit vendre cette broche en France à 20 €, ça ne sera jamais possible. Donc, en fait, la broche, elle ne peut pas être fabriquée en France et surtout qu'elle est vendue par l'intermédiaire de salons professionnels. Donc, ça veut dire que sur un salon professionnel, elle sort à moins de 10 €. Voilà, donc c'est sûr que du coup, ce qu'on enseigne perd quelque part de sa valeur si toutes les marques qui sortent et alors après, dans les finitions, bien sûr, il y a des choses à redire parce que les petites finitions ne sont pas les mêmes. Bien sûr, on y passe moins de temps. Mais en tout cas, nous, en France, on ne pourrait pas sortir ces broches à 20 €. On serait plus aux alentours de 75, 100 € pour pouvoir avoir un produit qui soit rentable. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, les élèves aussi. Et puis avant même qu'on ait commencé l'exercice, on avait fait une estimation. Chacun imaginait le prix de cette broche. Alors ça allait de 5 à 70 €. En fait, la notion en fait que les élèves peuvent avoir de finalement ce qu'ils apprennent et de leur technique, et puis de la discipline, des fois on est très loin de la réalité. Donc, je crois que ça peut en partie répondre aux questions qui concernent le coût de la production, enfin, qui explique, c'est un exemple qui explique assez bien, je trouve, la raison pour laquelle finalement la production de la broderie est délocalisée, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'argent. Une histoire d'argent que finalement les maisons et le consommateur ne sont pas forcément prêts à mettre pour avoir un produit. Donc après, il y a... Je ne suis pas sûre, ça, Marion. Je pense que
on peut avoir des clients qui ont envie de mettre cet argent aussi dans ces produits. Mais faut-il qu'on les propose? Plus juste. Merci pour la reprise. Bref, je crois aussi surtout que c'est un autre débat et que là, il est question de la formation professionnelle et donc en fait des attentes du milieu actuel, qui est un milieu évidemment qui a certainement besoin d'évoluer, mais en l'état actuellement, c'est là qu'on doit travailler avec un milieu existant. Et donc, ça amène à la dernière question et après, on va passer aux questions des personnes qui nous écoutent. Vous avez parlé beaucoup de la relation entre les techniques, du fait que les techniques s'enrichissent les unes les autres, de la nécessité de faire dialoguer la broderie avec d'autres techniques, mais aussi de la nécessité d'avoir des profils créa qui soient peut-être complémentaires de celui du brodeur. Comment, du coup, quelle incidence ça a concrètement sur les compétences qui sont attendues dans le champ de la broderie aujourd'hui sur le territoire français et qui fait la particularité de la broderie aujourd'hui sur les territoires français? Camille? Effectivement, moi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui juste apprendre, en tout cas dans le parcours qui existe aujourd'hui en France, juste la broderie. On peut effectivement faire tout le parcours de la broderie, mais il faut essayer de développer d'autres compétences. Ça peut être effectivement dans une autre discipline, le tissage, la sérigraphie, on en parlait aussi l'autre jour, ça peut être la marqueterie, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être aussi maîtriser la communication. Voilà, je pense qu'il est impératif en fait aujourd'hui de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc et pouvoir faire évoluer aussi sa profession. On ne choisit pas broderie pour devenir brodeur toute sa vie. En fait, notre parcours professionnel, il évolue aussi maintenant au travers des années. Et après, je pense qu'il est impératif aujourd'hui aussi d'avoir une dimension environnementale dans sa production, d'avoir au moins une sensibilité sur ce qu'on utilise, d'où ça vient, les fournitures aussi, parce que la délocalisation, elle vient, je repars là sur la délocalisation, mais elle vient aussi de la production, mais aussi des fournisseurs. Les fournisseurs français fermant les uns après les autres. Les fournitures évoluent aussi dans la broderie et voilà, on n'a plus autant de fournisseurs français qu'auparavant. Mais ça veut dire aussi que finalement, un créateur de broderie aujourd'hui, il est appelé certainement à penser ses fournitures de manière différente. Oui. Non? Si. Moi, j'invite souvent les élèves à réfléchir sur la matière d'œuvre et sur les fournitures en elles-mêmes. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser un tissu? Est-ce qu'on peut le retraiter? Est-ce qu'on peut détourner en fait des fournitures, fabriquer ses propres paillettes, fabriquer ses propres perles? En fait, jusqu'où on peut aller pour aussi pouvoir être autonome dans sa chaîne de production? Aujourd'hui, on a de nombreux fournisseurs aussi maintenant étrangers. L'Europe aussi a fait changer les choses aussi sur les salons. On a des fournisseurs d'Espagne, d'Italie, qui proposent des fournitures qui sont aussi intéressantes. Mais voilà, les grands fournisseurs français, on les voit aussi évoluer. Donc, il faut impérativement que dans notre discipline, on arrive à avoir une autonomie en fait de A à Z. Laetitia? Complexe. Oui, non, mais c'est évident. Je pense qu'il y a toute une recherche à développer là en termes de matières premières. Oui, même encore récemment, ces 6 derniers mois, il y a plusieurs fournisseurs qui ont fermé. Donc, je pense que c'est une vraie problématique et il y a très certainement des solutions à trouver pour utiliser des choses qui soient plus pertinentes et qui répondent plus aux problématiques actuelles. Je pense que c'est intéressant l'idée d'appuyer sur ce point qu'il est important d'associer la broderie à d'autres technicités, d'autres complémentarités. C'est intéressant d'un point de vue créatif, déjà d'une part, parce que intégrer
de la maille, de la sérigraphie, de la peinture textile, enfin, faire entrer d'autres technicités. De toute façon, c'est le même principe que de dire qu'il est intéressant au sein d'une équipe d'avoir plusieurs compétences et plusieurs complémentarités. Ça crée une richesse. Bon, au sein même de la technique, c'est la même chose. Si on commence à associer des techniques, on arrive à créer des surprises, en fait, des choses qui sont peut-être moins attendues, peut-être moins traditionnelles. Et il y a un volet là-dedans qui est assez intéressant, c'est la problématique à laquelle on est confronté très fortement aujourd'hui, qui est le problème de temps. Le temps, c'est quelque chose qui nous manque au quotidien. Et la broderie, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand on commence à pouvoir l'associer avec de l'imprimé, de la sérigraphie, on peut peut-être aussi gagner. Alors là, c'est vraiment la professionnelle qui parle, implantée dans le secteur mode. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça n'enlève pas la créativité, au contraire, mais c'est ce souci aussi d'efficacité et pour s'y retrouver justement en rapport temps et coût. Et réussir à pouvoir trouver un équilibre. Et cette association et cette démultiplication des techniques est aussi parfois une solution pour que tout le monde s'y retrouve, qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit impactant visuellement, qui soit séduisant, qui soit créativement pertinent et intéressant, et qui, d'un autre côté, nous permette de pouvoir réaliser des choses dans un temps qui soit en accord avec le coût auquel on va pouvoir le vendre, puisqu'il y a quand même derrière tout ça cette problématique de vendre pour survivre et maintenir nos activités, en fait. Je te rejoins complètement, Laetitia, sur le fait de pouvoir gagner du temps. En fait, on court effectivement après le temps et on exerce en fait une discipline qui est quand même longue. Dans la broderie, c'est fastidieux, c'est long, c'est petit, mais parfois un tout petit carré peut prendre énormément de temps selon la technique qu'on va employer. Donc effectivement, il faut trouver des astuces pour pouvoir pouvoir en vivre et à la fois toujours proposer quelque chose de qualitatif. Ouais, je pense que c'est vraiment cette dualité-là qui est très compliquée aujourd'hui parce qu'on est dans une époque où tout va très vite. On est parfois implanté dans des systèmes qui ont une saisonnalité et un rythme qui est vraiment très, très soutenu et qui n'est pas vraiment en accord avec des techniques. La broderie, c'est une technique qui prend du temps. Et je pense qu'il y a aussi, après, bon, là, c'est un autre débat, mais qui, je pense, un peu rejoint toutes ces discussions qu'on a juste énoncées sur la délocalisation, etc., la production, c'est qu'il y a vraiment, je pense, un combat à mener, à défendre sur le respect de l'unique, en fait, hein, et adapté à des techniques qui ne permettent pas de démultiplier, de partir dans des productions immenses. Voilà, je pense que le respect de l'unique, en tout cas dans l'artisanat, est un sujet qui est important et je pense que de là découle plein de choses en fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, et peut-être, pour conclure cette première partie, et peut-être pour récapituler, je dirais que dans le milieu de la broderie, en fait, les profils recherchés aujourd'hui sont surtout des profils créatifs qui sont capables de mettre en relation des techniques, d'innover, d'inventer, de singulariser la pratique de la technique. C'est là où va se trouver le vrai cœur de spécificité de la création française, en fait. Et c'est là où il y a des opportunités, et il y a des opportunités à la fois en France et à la fois à l'étranger. Mais étant donné qu'il y a cette ouverture sur le monde, effectivement, ça implique de savoir aussi parler anglais. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour les métiers de la broderie, du textile en général. Et ça implique aussi autre chose, ça implique qu'il faille accepter de bouger. Donc, c'est-à-dire que le premier job, entre guillemets, d'un étudiant qui sort de broderie, c'est pas forcément un contrat en CDD ou en CDI.
mais c'est peut-être plutôt un contrat de freelance avec une richesse créative qui va être proposée à des entreprises. Et c'est aussi là qu'on rencontre des gens. C'est aussi là que finalement, on finit par se faire une place et qu'on risque de déboucher effectivement sur soit un contrat dans une entreprise, soit le montage de sa propre entreprise. Si j'arrive à comprendre. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui, complètement. Non, je pense que c'est assez bien résumé, on va dire. C'est vrai que le statut de freelance, c'est un sujet aussi qui est hyper intéressant. Le statut de freelance, c'est un statut qui s'est beaucoup développé et qui se développe beaucoup. Je pense que les postes permanents, CDD, CDI sont un peu figés aujourd'hui en France, si on va rester sur notre territoire. Et c'est vrai que le statut de freelance est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui a ses avantages, qui a ses inconvénients très clairement. C'est quand même un statut qui est assez précaire quand même, pas évident à gérer pour tout le monde. Donc c'est une réalité à laquelle il faut être prête à se confronter un peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque un des moyens les plus évidents pour commencer, alors que ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais voilà, il y a des avantages de garder son indépendance, de pouvoir être implanté à différents endroits, de pouvoir travailler sur différents projets, de pouvoir travailler pour les autres et travailler pour soi en parallèle. Je pense que c'est un statut voilà, qui requiert une certaine autonomie très jeune en fait dès le début. Et c'est vrai que c'est quand même pas évident. Alors là, j'ai une question qui me demande combien sont payés les freelances. Ouais. Ça, c'est la grande question. Combien on se paye? Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Moi, ça ne me pose pas de problème de répondre. Mais... Vas-y. Ouais. Alors, nous, à l'atelier, les freelances sont rémunérés 17,50 € de l'heure, ce qui revient à 140 € la journée. Dans une journée, c'est-à-dire de 10h à 19h. Et quand on est souvent amené à faire des heures supplémentaires, des heures à ouvrir les ateliers le week-end en temps fort de collection, etc. Là, c'est double, du coup, tout simplement. Voilà. Oui. Après, voilà, il y a un broderie pro qui intervient en me disant que ça dépend des ateliers. Effectivement, je pense que ça dépend des ateliers. Complètement. Ah non, mais ça, je pense qu'effectivement, chaque atelier fonctionne différemment au taux horaire ou au forfait journée. Je pense qu'il y a différents fonctionnements qui peuvent être proposés. Oui, ça, j'en doute pas. Après, j'ai une idée vague quand même de ce qui est à peu près opéré dans certains endroits, mais je sais qu'il y a des différences. Donc. Mais ouais. Après, j'ai une autre question qui me dit pourquoi ne pas embaucher directement les freelances? Je pense que c'est aussi une question qui est assez intéressante. Est-ce que vas-y. Moi, je peux répondre là-dessus parce que j'ai eu en 2011 22 salariés. En fait, aujourd'hui, avoir un salarié en France, ça coûte très cher. Et quand on prend quelqu'un en freelance, en fait, on a beaucoup moins de charges à côté. Il faut savoir que quand on embauche quelqu'un, que ce soit au SMIG, si on lui donne 1 000 €, derrière, nous, en tant que chef d'entreprise, on va reverser 1 000 € de charges. Je grossis, hein, mais voilà, on a quasiment le double en charge. Donc, en fait, un petit étudiant qui sort de l'école et qui se dit, ben voilà, j'ai fait des études et je ne comprends pas pourquoi je suis payée au SMIG. Mais il faut bien comprendre que si on lui donne 1 000 €, derrière, nous, c'est 2 000 € qui sortent de notre poche. Ça coûte très, très cher. En fait, il y a les congés payés, il y a énormément de charges derrière. Et c'est vrai que c'est là où le statut de freelance, c'est un bon compromis. Mais il ne faut pas tomber malade, parce que du coup, il n'y a pas de congé pour... Il ne faut pas tomber enceinte non plus. Enfin voilà, du coup, on n'a quand même pas... ça a des avantages, ce statut de freelance, parce que ça fait moins peur à l'embauche. Ça permet aussi de tester les gens. Ça peut être des jeunes qui commencent en freelance et puis s'ils répondent aux attentes de l'entreprise,
ça peut déboucher sur un CDD ou un CDI. C'est une bonne chose, je pense, le côté freelance pour le côté ponctuel et pour démarrer, pour pouvoir faire ses débuts dans une entreprise. Et ce n'est pas une fin en soi parce que ça reste, comme tu le disais, Laetitia, un statut qui reste précaire. Voilà. Merci. Et Tu veux dire quelque chose? ouais, pour répondre à l'étudiant qui a posé la question, je voudrais juste ajouter pourquoi on ne prend pas directement des gens en poste. Je pense que, alors, pour parler toujours de la même chose de mon activité, qui est la broderie, d'accord, mais quand même insérée dans le secteur de la mode, je pense que ce qui est compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est la non-visibilité du travail qu'on va avoir sur les mois à venir, en fait. C'est-à-dire que cette structure d'atelier qui est en fait de la sous-traitance, on est sous-traitant, en fait, on dépend de nos clients et il n'y a pas de contrat préétabli. C'est en fonction de ce qu'on arrive à proposer créativement. Il y a des attributions où il n'y en a pas. Et en fait, d'une saison à une autre, la charge de travail n'est peut-être pas la même. Il y a des saisons où on va réussir à décrocher plein de projets et du coup, on va être en mesure de pouvoir avoir plein de missions et de pouvoir accueillir vraiment des gens. Et puis, des saisons qui vont être plus calmes, en fait. Et c'est vrai que cette non-visibilité sur un travail qui est inconstant, ce manque de stabilité sur les ressources qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut se reposer, financièrement parlant, je veux dire, nous empêche, ou en tout cas rendent cet engagement de prendre des personnes très risquées, en fait, tout simplement, de par les charges que ça représente, etc. En fait, et du fait d'avoir moins de charges fixes forcément ça a une incidence. Et ça, je pense que c'est vrai que l'instabilité de la quantité de travail que l'on peut recevoir est un facteur un peu déterminant sur les choix que nous, après, on peut faire pour se stabiliser, construire une équipe, embaucher un certain nombre de personnes, etc. etc. Merci beaucoup. Alors, on arrive presque au terme de cette heure. Donc, on va conclure ici. Donc, vous avez bien compris tous, je pense, que le futur de la broderie, finalement, en France, c'est un terrain de création pure où on marie les techniques et finalement, il faut être très ouvert sur le monde, parler d'autres langues, ne pas hésiter à bouger et aussi être assez juste dans dans le positionnement professionnel qu'on adopte, à savoir les choix de départ qui nous font rencontrer des professionnels qui vont ensuite nous ouvrir un réseau et qui vont ensuite permettre de pénétrer le milieu du travail. Alors là, j'en viens à finalement la dernière question qui nous intéresse, c'est-à-dire pourquoi mettre cette proposition d'échange au sein du mouvement Sauvons les métiers d'art. Il faut savoir qu'en DNMAD Luxe actuellement, pour parler du DNMAD Luxe, les heures d'atelier ont été quand même beaucoup réduites. Donc vous avez compris que la technique est quand même un enjeu principal des professionnels qui vont chercher des jeunes pour travailler avec eux en broderie. Mais c'est pas tant que le domaine spécifique de la broderie, c'est aussi toutes les ouvertures sur des domaines textiles qui sont connexes, qui ne sont plus possibles dans ce diplôme par manque d'heures. Donc en fait, finalement, toute cette créativité, cette recherche, où on va mélanger la broderie avec de la sérigraphie, de la teinture, du plissage, peut-être de la maille, peut-être... En fait, toutes ces petites subtilités, cette fabrique de fournitures, tout ça, c'est quelque chose qui devient extrêmement difficile à toucher avec le manque d'heures qu'on rencontre en DNMAD. Il y a une ouverture qui n'est plus proposée. C'est la raison pour laquelle, en fait, le mouvement touche fortement les métiers d'art textile. Voilà.
Je pense qu'on Merci arrive. Marion. Oui, c'est très intéressant. Vous avez été passionnante, mesdames. Merci parce que vraiment, c'est très court, 55 minutes pour aborder tous ces sujets. Mais je trouve que, surtout que cette session de broderie m'a amené tellement de messages en amont. Enfin, elle a beaucoup intéressé. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient et je pense que vous avez vraiment répondu aux demandes et aux besoins des élèves qui avaient besoin de parler avec vous de ça, des perspectives pour leur métier. Alors, je sens et je vois bien qu'il y a encore des questions qui tombent. Vous pouvez continuer à écrire aux professionnels sur Instagram, par exemple. Donc, voilà. Donc, Baquet Molinier et Camille.maisonlescure. Marion, je ne sais pas si je vais t'envoyer un flot d'étudiants sur ton Instagram, mais pourquoi pas? Peut-être plutôt sur les Instagram des ateliers de l'école D'accord. que sur le mien perso. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était un très bel échange. J'ai mis le lien pour la prochaine session avec Prune Nourri qui nous parle des artistes et de comment les métiers d'art, enfin les artistes et leurs sous-traitants sont un secteur pour les métiers d'art et les jeunes artisans d'art, un secteur professionnel plein d'avenir. Donc voilà, je vous retrouve tous sur le prochain Zoom. Merci pour votre temps, mesdames, et à très bientôt.